Aujourd'hui, ce qui a permis la spécialisation des régions agricoles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les transports intermédiaires. Dans un monde dans lequel vous n'avez pas l'abondance de transports intermédiaires qu'on a aujourd'hui, ça ne flotte pas d'avoir tout le maïs dans le sud-ouest, tous les cochons en Bretagne et tous les consommateurs en Île-de-France. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Juste pour faire un petit rappel historique, pourquoi est-ce que la valeur s'est très fortement déplacée des exploitants agricoles, enfin dans le ticket de caisse, vers les transformateurs et les distributeurs? C'est notamment lié au fait que nous sommes devenus des urbains. Comme on est devenus des urbains, on n'habite pas dans les champs, et par ailleurs, on est devenus des gens qui travaillons à l'extérieur, et donc on arrête de faire la cuisine. Le mode d'alimentation des Français il y a un siècle, c'était qu'on habitait tous à côté du paysan du coin ou de la paysanne du coin, que monsieur ou madame Dupont allait chercher les légumes et les œufs et le poulet pour faire le frichti, et qu'on mangeait ce qu'on avait cuisiné. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de paysan du coin. Enfin, en tout cas, celui qui est à côté de l'Assemblée nationale, je ne le connais pas, quand on sort dans la rue de l'université, là. Et donc, nous mangeons des produits qui sont nécessairement venus d'ailleurs. Donc, il y a du transport, de l'emballage, donc de la distribution. Donc, la logistique, il ne s'agit pas de marge, il s'agit de valeur ajoutée. Enfin, moi, je ne parle pas des marges au sens du résultat net des activités. Il y a de la valeur ajoutée qui est passée parce qu'il y a des gens qui, tout simplement, doivent être occupés à fabriquer des camions pour transporter, conduire les camions, fabriquer les emballages parce que c'est un auxiliaire indispensable du transport. Dès que vous avez du transport, vous avez des emballages. Fabriquer les rayons pour mettre en rayon, fabriquer les magasins, accessoirement faire les campagnes de pub pour nous donner envie d'aller dans le magasin. Et par ailleurs, il y a longtemps qu'on ne fabrique plus les yaourts nous-mêmes, on achète les yaourts tout faits, et donc il y a des industriels de l'agroalimentaire qui se sont installés dans ça. On ne fait pas les pâtes nous-mêmes avec le blé qu'on est allé acheter à côté, donc, etc. Donc en fait, toutes ces entreprises qui sont apparues sont la conséquence du fait que les gens n'habitent plus là où a lieu la production agricole et ne transforment plus, pour l'essentiel, la production agricole eux-mêmes. Je vais revenir à l'exemple du budget des ménages. Les gens achètent moins cher de légumes que de cigarettes, aussi, il faut le savoir. Et ils achètent moins cher de nourriture que d'abonnements numériques, de télévision, d'ordinateurs, de smartphones et autres choses de cette nature. Donc, ces activités économiques sont apparues, j'ai envie de dire, conjointement, avec la façon dont les gens se sont mis à vivre là où ils habitent, etc. Et demain matin, on ne pourrait pas rêver, même peut-être que moi j'en rêve, mais ça n'a pas tellement de valeur pratique, on ne peut pas rêver d'un monde dans lequel on a supprimé les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire demain matin. Ça ne marche pas, parce que dans ce système-là, les gens ne mangent plus dans les villes. Voilà. Donc mais tout ça, on va s'y attaquer quand on regardera la partie transformation et distribution, c'est-à-dire la partie alimentation et les flux physiques qui vont derrière. Sur la partie diversification, et adaptation, avant de laisser mes collègues répondre. Alors, adaptation, on s'en préoccupe parce que bien évidemment, l'agriculture qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'agriculture qu'on aura dans 50 ans, c'est pas possible. Et vous savez très bien que les schémas culturels dans n'importe quelle activité, ça met 1 à 2 générations à changer. C'est ça le temps qu'il faut pour changer la façon dont les choses se passent de manière un peu significative dans un secteur. Il faut 1 à 2 générations. Voilà, c'est partout pareil. Donc il faut se préoccuper maintenant de la façon dont on fait évoluer les paysages agricoles dans les 50 ans qui viennent, parce que là où il y a, par exemple, il y a des gens qui disent qu'au sud de la Loire, il n'y aura plus d'élevage dans 50 ans. Il n'y aura plus de foin, il n'y aura plus de... Enfin, voilà. Donc il faut évidemment s'en occuper tout de suite, puisque c'est 1 à 2 générations. Alors même si, encore une fois, on ne sait pas qui sera Premier ministre dans 3 mois. Et en ce qui concerne la diversification, c'est évidemment un facteur de résilience. On a clairement ça présent à l'esprit. Aujourd'hui, ce qui a permis la spécialisation des régions agricoles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les transports intermédiaires. Dans un monde dans lequel vous n'avez pas l'abondance de transports intermédiaires qu'on a aujourd'hui, ça ne flotte pas d'avoir tout le maïs dans le sud-ouest, tous les cochons en Bretagne et tous les consommateurs en Île-de-France. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Et toutes les usines d'engrais, je ne sais pas où, sur des... Voilà. Donc, la façon dont il faut évidemment... Enfin, le point focal vers lequel il faut essayer d'aller, c'est évidemment, et ça aussi c'est présent dans nos travaux, une agriculture qui se rediversifie dans certaines limites régionalement, parce que, en tout cas, tant que le climat n'a pas changé, même s'il va changer, on fait du champagne en Champagne, on n'en fait pas beaucoup en Bretagne, et on n'en fait pas beaucoup dans la région d'Aix. Voilà, donc il y a quand même, évidemment, la question du terroir, qui est aussi une question qui se pose, et qui est une question difficile, parce que le terroir renvoie précisément à des traditions et à des trucs dont on n'a pas envie que ça change, alors qu'il va falloir que ça change à cause des raisons qu'on a évoquées. De manière générale, dans tous les sujets de long terme, c'est quand même très très compliqué d'arriver à, de se projeter
quand il y a un aléa de court terme aussi fort. Je veux dire, je vous apprends rien et c'est pas du tout vous insulter que vous dire ça, c'est juste un fait. Hein, c'est la situation dans laquelle on est. Point. Sur la question de l'affichage environnemental, je vais répondre sur ce point et puis après je laisserai mes collègues répondre sur le reste. Alors c'est typiquement le genre de choses qui sur le papier semble une très bonne idée. Parce qu'on se dit, tiens, si le consommateur est informé, ça lui donnera un élément de décision. Et puis, dans la vraie vie, il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que ça ne marche pas, ou que ça ne marche pas aussi bien, ou etc. En particulier, si on veut que l'affichage environnemental descende au niveau de la différenciation entre produits d'une même catégorie. Entre deux pommes qui ne sont pas cultivées de la même manière, entre deux yaourts qui ne contiennent pas les mêmes ingrédients et qui ne sont pas fabriqués de la même manière, etc. Ça fonctionne à partir du moment où tous les acteurs de la chaîne qui ont permis la création du produit tiennent eux-mêmes une comptabilité environnementale sur le critère qu'on cherche à mettre en avant. Alors je vais prendre le carbone pour illustrer. Si vous voulez avoir le contenu carbone d'un produit, donc je vais chez mon charcutier et je veux savoir quel est le contenu carbone d'une saucisse de Francfort, je vais au supermarché et je veux savoir quel est le contenu carbone de l'œuf que j'achète et pas celui de la marque d'à côté du reste, etc. Ça veut dire que les gens qui sont dans toute la chaîne de valeur, qui ont été jusqu'à la mise à disposition du produit, ont tenu une comptabilité carbone précise et analytique, puisque un transporteur, il transporte plein de trucs à la fois, donc il faut qu'il soit capable d'imputer les émissions du camion à tous les produits qui sont dans la caisse du camion. L'agriculteur qui a fait, si je prends ma voisine de gauche, à la fois des moutons et des vergers, il faut que je sois capable d'imputer le tracteur qui a été utilisé pour les deux à l'élevage et aux fruits, etc. Donc c'est ça qui est nécessaire chez tous les acteurs de la chaîne si on veut qu'à l'arrivée, vous ayez l'équivalent d'un Nutri-Score, ou un Carbon Score, qui serait véritablement différenciant d'un produit à l'autre. J'ai dit tout à l'heure qu'en fonction des conditions d'élevage, un même kilo de bœuf, pas le même justement, mais un kilo de bœuf pouvait avoir des émissions de production qui varient d'un facteur 10. Donc vous voyez bien que si on veut refléter cette différenciation dans l'information rendue au consommateur, un de vos collègues a dit tout à l'heure, il ne faut pas de complexité administrative. Là, je peux vous dire que si vous voulez avoir ce genre de choses, malheureusement, il faudra introduire de la complexité, puisqu'il faudra chez chaque acteur de la chaîne une comptabilité carbone précise. Alors, c'est possible, techniquement, mais ça représente à l'évidence une charge de travail et une charge économique, alors qui n'est pas monstrueuse, mais comme c'est une novation, les gens n'ont jamais envie d'y rentrer Voilà, l'innovation, on se dit toujours, bon, on a bien le temps d'attendre, demain il fera jour et on s'en occupera plus tard. Mais voilà. Et par ailleurs, comme on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une économie mondialisée, pas nécessairement dans les productions, mais dans les maillons amont, eh bien, il faut également que le fabricant John Deere de tracteurs, il ait sa propre comptabilité carbone si on veut avoir la comptabilité carbone de la production d'un kilo de blé, etc. Vous voyez, donc, et que Yara, qui fabrique les engrais, ait sa propre comptabilité carbone, etc. Donc, c'est quelque chose qui est une très bonne idée sur le papier parce qu'on se dit, tiens, le consommateur, ça pourrait lui rendre service d'avoir cette information. En fait, quand on regarde les difficultés pratiques de mise en œuvre, c'est pas si simple. Et il vaut mieux aujourd'hui procéder par des analyses un peu macroscopiques et des règles de fonctionnement un peu macroscopiques au sein même des secteurs, plutôt que d'essayer d'imaginer cet affichage qui, à mon avis, et c'est mon métier de faire ça tous les jours, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi avec un peu de détail, ça va être très très compliqué d'arriver à faire quelque chose qui ait une portée, qui soit à la fois juste et qui ait une portée pratique. Voilà, c'est à mon avis quelque chose qui est aujourd'hui difficile à envisager en toute rigueur.